Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laura Imhoff, qui va se présenter. Salut Laura, ça va ? Salut Vincent, ça va bien, merci. Et toi ? Ça va bien, merci. Ok. Tu veux te présenter brièvement ? Oui, alors mon nom est, comme vous le savez, Laura Imhoff. Je suis juriste de formation d'origine, médiatrice et personne de confiance en entreprise. J'ai fait mes études de droit à l'université de Neuchâtel. Et ensuite, j'ai eu une expérience professionnelle dans le domaine de l'administration publique, essentiellement. Depuis 2023, j'ai mon propre cabinet aussi en parallèle en tant que médiatrice à Bienne. Et je travaille dans la région de Bienne, Jura bernois, Jura, Fribourg, enfin, pas très loin de chez nous. Et ce que je peux dire aussi, c'est que mon expérience en droit du travail, donc j'ai travaillé auprès de l'autorité de conciliation pendant plusieurs années, et avant ça au tribunal du travail de la ville de Bienne, en donner des conseils juridiques en droit du travail. Et j'ai aussi passé 10 ans d'expérience dans la gestion d'équipe et dans le management. Voilà en quelques mots qui je suis. Merci. Et tu as fait la formation de médiatrice ? Oui. Et j'ai fait la formation de médiatrice en entreprise à l'HGVD. Ouais. Donc, en fait, alors Laura, nous on se connaît parce que j'ai donné un cours à la Chambre suisse des personnes de confiance en entreprise et tu faisais ton papier de PCE à ce moment-là. Et puis voilà, on a gardé contact. T'es biennoise, je suis biennois, ça aide aussi. Et puis, en fait, chers auditeurs, c'est ce mélange d'expérience justement de management que tu as fait, mais et de juriste, et tu as fait de la conciliation, et tu as fait de la médiation. Je me suis dit, c'est la personne idéale pour aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé dans Leadershift, qui est l'aspect légal ou juridique de notre travail de manager. Et moi, je sais que moi, en tout cas, en tant que manager, quand j'étais manager d'entreprise, j'avais pas vraiment de notion de droit de base, principalement en droit du travail. Et je me suis dit, j'invite Laura dans le podcast et on va faire de la casuistique juridique pour manager. Donc en fait, l'idée, c'était, on définit quelques cas, des choses qui peuvent arriver, et puis on discute avec Laura de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quelles sont les lois en vigueur, qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que manager pour gérer certains des cas qu'on va vous présenter. Si je peux me permettre encore juste une précision, il faut savoir que le droit du travail, c'est du droit privé. Donc, essentiellement, c'est le contrat de travail qui lie le travailleur de l'employeur qui va prévaloir. Ensuite, selon le domaine d'activité, il y a des conventions collectives et des contrats types de travail qui s'appliquent. Ce qui fait que il y a toute une hiérarchie, en fait, des réglementations qui peuvent s'appliquer à votre cas concret. Selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez et selon le contrat de travail qui vous lie, vous, que votre travail, enfin votre collaborateur en fait est lié à l'entreprise. Ce qui fait que les casuistiques qu'on va prendre, ce sont des casuistiques qui vont être traitées d'une manière générale avec ce que la loi sur le travail, le CO prévoit. Le conseil principal ou premier que je peux donner avant d'entrer dans les casuistiques, c'est de dire en cas de questionnement, consultez votre contrat de travail, informez-vous de savoir s'il existe une convention collective qui s'applique pour votre domaine d'activité, parce que c'est ces réglementations qui vont prévaloir sur le CO, le cas échéant, le code des obligations. Donc le CO, c'est le code des obligations, peut-être juste pour rappel. Donc, voilà. Et donc c'est important ce que dit Laura, parce que si vous nous écoutez et que vous bossez pour la Confédération, c'est pas le CO qui s'applique, c'est la LPERS, qui est une loi spécifique aux collaborateurs. Et encore, il y a au moins 3 statuts différents pour travailler pour la Confédération. J'ai appris ça récemment, puisque on a de la chance de donner des cours à la Confédération. Si vous bossez pour un canton, c'est la loi cantonale sûre, et si vous bossez pour une commune, c'est un mélange de... les grandes communes, en général, une législation, enfin une ordonnance en tout cas,
un règlement du personnel, dans Voilà. tous les cas, et une ordonnance aussi, bien entendu. Mm. Mais effectivement, donc ça rend l'aspect, le tout un peu plus complexe. Mais Mhm. en ayant travaillé dans le domaine public essentiellement et en ayant donné des conseils juridiques dans le domaine privé avec une application, donc la réglementation de droit privé, on peut dire que les principes généraux s'appliquent et sont repris, on va dire, par toutes les réglementations, peu importe dans quel domaine vous travaillez. Mais simplement que vous sachiez, aujourd'hui on parle de manière très générale, casuistique, mais certains cas peuvent être réglés ou en tout cas vous trouverez vos réponses aussi dans vos propres réglementations, documentations qui Mhm. s'appliquent à votre Mhm. entreprise. Ouais. Donc en fait, si on part de la personne et puis on va en agrandissant le spectre, ça veut dire que la première chose que je dois regarder, moi, c'est mon contrat de travail. Ah Mhm. tiens, petite question subsidiaire. Est-ce que le cahier des charges, la description de poste fait partie, Mhm. c'est un document légal ou pas finalement? Mhm. Alors c'est un document qui a certainement une valeur parce qu'il énumère les tâches pour lesquelles la personne a été engagée. Donc en principe, le cahier des charges est signé par le collaborateur et le responsable hiérarchique et donc il lie aussi les parties par rapport à ce qui est convenu et prévu. Donc c'est ça, c'est ce qui vous permet en fait de savoir qu'est-ce qu'on attend de vous. Enfin, qu'est-ce que Ouais. vous attendez de vos collaborateurs, hein, si on se Si vous êtes positionne, si manager, vous êtes ouais, c'est ça. manager, c'est par là que vous expliquez à votre collaborateur quelles sont vos attentes et qu'est-ce qu'il est censé remplir dans le cadre de sa fonction. Mhm, mhm. Donc on part du cahier des charges, on va Mhm. ensuite dans le contrat, Mhm. ensuite on va au règlement d'entreprise, s'il y en a un. Mhm. On peut imaginer qu'il y a des conventions collectives ensuite, Mhm. et puis en Exactement. dessus, alors on passerait au niveau d'une ou de plusieurs lois en fonction de la Il y a situation. le code des obligations de manière générale, Voilà, et puis sinon, bien sûr, il y a la loi sur le travail pour ce qui est de la voilà. sécurité au travail, la protection de la Mhm. personnalité et aussi tout ce qui est repos, pause. Donc la loi sur le travail est la loi principale qui va réglementer les temps de pause, les temps de travail journalier, des choses Ouais, comme ça. Ouais. ouais. Donc, ça c'est déjà la première information Mhm. importante. Hein, la deuxième, hein, Laura nous a déjà dit, informons-nous avant de penser savoir, parce que vous voyez que c'est en couche d'oignon, ça veut dire qu'il faut vraiment bien avoir en tête les différentes couches. Et donc effectivement, le premier sujet qu'on avait décidé d'aborder, c'est tout ce qui est le temps de travail, les heures, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, moi je conseillerais peut-être simplement, euh, si j'ai un collaborateur qui, de manière répétée, est en heure négative. Donc on a un système dans ma boîte de gestion du temps de travail, on va dire en badge pour dire simple, Mhm. et puis la personne est régulièrement moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 10. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Donc, si vous constatez que votre collaborateur est régulièrement en négatif, donc comme je l'ai dit, hein, le temps de travail est régulé ou en tout cas encadré par la loi sur le travail. Donc, si vous voulez avoir un certain nombre de réponses, vous pouvez sans autre consulter cette loi qui vous donnera le cadre. Et après, bien sûr, ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut voir exactement ce qui est prévu dans le règlement de votre entreprise. Mais il est clair qu'à ce moment-là, vous êtes en droit en tant que manager de pouvoir demander à cette personne de récupérer ou de rattraper les heures en négatif. Ce que je peux conseiller moi, mais en tant que aussi manager, c'est vraiment de thématiser de manière transparente et objective la situation avec votre collaborateur et de lui laisser aussi la possibilité de faire des propositions de comment il pense pouvoir rattraper, c'est-à-dire dans quel délai et quelle organisation du travail. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui travaille à temps à pourcentage réduit, il pourrait envisager sur la base d'une organisation de l'organisation du travail de venir travailler un jour ou 2 jours supplémentaires pendant Mhm. une période pour rattraper ça. Donc, on a vu suffisamment de modèles de feedback depuis 250 épisodes, et c'est le 250e, chers amis. Je suis content en plus de le faire avec Laura, du coup. Donc, on a suffisamment de modèles de feedback pour que vous puissiez être à l'aise pour aborder, thématiser, discuter ce sujet-là avec vos collaborateurs, vos collaboratrices. Donc,
c'est évident que s'ils sont en négatif de manière relativement fréquente, en fait, ils accomplissent simplement pas la prestation pour laquelle ils sont payés. Alors oui, je sais, c'est encore un modèle qui parle de présence plutôt que de résultat, mais voilà, la Suisse est faite comme ça pour l'instant, et j'en connais pas qui soit faite autrement. Donc, le temps de travail est encore une donnée importante, et donc un collaborateur peut pas juste dire « mais je fais mon job, tant pis si je suis en négatif ». Il y a quelque chose à rediscuter. Soit il faut que le temps de travail soit peut-être diminué, c'est possible, soit il faut qu'il y ait plus de tâches, ou bon, mais en tout cas, le fait qu'on ait quelqu'un de manière fréquente qui soit en dessous, c'est pas quelque chose qui est acceptable pour un employeur, et donc pas pour vous, manager. Alors dans l'autre sens, quand on est à 100, 2, 3, 400 heures supplémentaires, est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est légal d'avoir des gens qui se tapent 400 heures sup, puis en plus, souvent, ils les portent comme un badge de moi j'ai 400 heures sup, sous-entendu, je suis un bon collaborateur. Qu'est-ce qu'on peut faire là contre en tant que Alors, manager? pour ce qui est des heures, finalement, les heures négatives, heures supplémentaires, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'en principe, c'est l'employeur ou le manager qui prescrit comment le temps de travail doit être aménagé dans la semaine ou dans le mois selon le type de réglementation. Et en particulier les heures supplémentaires, en principe, si on parle des heures supplémentaires à proprement parler, elles ne sont faites que normalement sur prescription du manager. C'est-à-dire que si le manager ne demande pas expressément aux collaborateurs de faire des heures supplémentaires parce qu'il y a un mandat spécifique, des conditions qui demandent à ce que une charge de travail particulière qui demande que ces heures soient faites. En principe, le collaborateur ne peut pas, de son propre chef, faire des heures supplémentaires et demander notamment que ces heures soient payées, par exemple. Donc après, souvent on fait la confusion entre les heures supplémentaires qui sont des heures travaillées après 8 heures du soir ou des heures travaillées le week-end qui ont aussi des prescriptions et des paiements en tant que salaire de manière différenciée, du temps annualisé parce qu'énormément d'entreprises travaillent avec un temps de travail annualisé, c'est-à-dire qu'on a un certain, bien sûr on a des heures hebdomadaires et des choses comme ça, mais finalement, il y a une certaine flexibilité et liberté de travailler aussi pour le travailleur, de savoir, là maintenant j'ai plus, donc je travaille plus, et plus tard j'ai moins, et donc je travaille moins. Mais toutes ces variations importantes, je dirais, on parle pas de faire 10 plus ou moins 10 heures, ce qui reste dans des réserves, mais quand on dépasse vraiment de manière prédominante les heures qui peuvent ensuite avoir un impact sur l'organisation du travail, là, l'employeur ou le manager a vraiment le droit de pouvoir intervenir et demander à ce que ce soit régulé différemment et qu'elle soit faite qu'avec son accord express. Alors souvent, les entreprises mettent des règles. Moi, je me souviens que chez nous, jusqu'à entre moins 30 et plus 30, non, entre moins 10 et plus 30, je sais plus, c'était à la libre appréciation du collaborateur, de la collaboratrice, et puis quand ça allait en dessous ou en dessus, là, le manager, alors, je veux pas dire que c'était pas fait, mais en tout cas, le règlement interne existait pour justement essayer de contrôler ce temps de travail. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, normalement, pour toute heure supplémentaire, le manager doit donner son accord. Et puis surtout, alors maintenant, tu viens de parler d'horaire annualisé. Je me disais, tu vois, le manager qui fait confiance, et puis plutôt que de faire les 1720 heures, il se retrouve à la fin de l'année avec 1940 heures. Et là, tu as 220 heures supplémentaires sur une année parce que le collaborateur, finalement, il est en horaire libre, en horaire annualisé, pardon. Et puis, voilà, il a pas checké son temps. C'est pour ça que même en temps annualisé, du coup, c'est le devoir du manager de regarder un peu comment les heures, si elles correspondent à peu près à... Est-ce qu'on va atteindre les 1720 ou est-ce qu'on risque de dépasser? En parenthèse, 1720, c'est un chiffre que j'ai pris au hasard. Pensez pas que c'est 1720 heures supplémentaires heures de travail pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire aussi, effectivement. Ça, c'est quand même l'obligation du manager de régulièrement regarder, vérifier, dans toutes les administrations dans lesquelles j'ai travaillé, mensuellement, il y a un check qui se fait au niveau des heures, parce que souvent le système permet de faire un rapport mensuel et ce qui permet de thématiser suffisamment tôt si on constate qu'il y a
des grandes variations au niveau des heures, parce que ça peut avoir des conséquences si tout d'un coup le travailleur résilie son contrat et qu'il a 50 ou 200 heures, il quitte avec 1, 2, 3 mois quasiment d'avance parce qu'il doit ensuite les compenser. Et là, c'est Ouais. un problème pour le manager de devoir gérer l'absence en fait du collaborateur. Lié au temps de travail, les pauses. Il y a une pause légale à midi, c'est juste, je dis pas de bêtises. Il y a un temps de repos qui est prescrit par la loi, c'est juste? Oui, c'est juste. Donc, la loi sur le travail prévoit aussi des temps de pause minimales, hein. Donc, à partir de 5 heures de travail consécutif, on est censé faire au moins un quart d'heure de pause. Si le temps de travail dépasse 7 heures de travail, donc à partir de 7 heures, ce temps de pause est d'une demi-heure. S'il dépasse 9 heures de travail, le temps de pause monte minimum de 1 heure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous regardez un peu plus loin dans la loi sur le travail, on dit que la journée de travail doit être coupée par la moitié avec une pause qui est suffisamment longue pour permettre aux travailleurs de récupérer, en fait, de se ressourcer. Donc, un quart d'heure, c'est trop peu. Souvent, on parle au moins d'une demi-heure. Et ce qui est important aussi pour qu'une pause soit une vraie pause, c'est le travailleur doit pouvoir avoir la possibilité de sortir du contexte du travail. Donc, si l'employeur oblige le travailleur à rester à sa place de travail, en principe, c'est pas un temps de pause à proprement parler, Ouais. c'est-à-dire que de timbrer. Donc, ce serait une pratique illégale. Et disons qu'il peut demander que certaines pauses soient prises. Souvent, il y a des entreprises ou même des administrations publiques qui offrent un certain temps de pause aux collaborateurs. On dit, vous avez 20 minutes durant la journée ou 10 minutes le matin. Et souvent, ces heures ces minutes de pause sont prises dans le cadre de l'enceinte du travail. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais des pauses les pauses telles qu'on les conçoit dans la loi sur le travail, ce sont des pauses qui sont badgées, donc c'est-à-dire que le travailleur sort et rentre, et dès le moment où elles sont prises en dehors du temps de travail, le travailleur doit avoir la possibilité de pouvoir quitter, de pouvoir sortir, prendre l'air, se ressourcer. Ouais. Ok, parfait. Ça, c'était le premier thème, le thème du temps de travail. Il y a un thème qui est lié, j'ai appelé ça les absences du lundi. Donc, on a tous connu ça, hein. On a un collaborateur, une collaboratrice qui a tendance à être malade le lundi et le vendredi. Et puis, ça arrive 2, 3, 4 fois par année. Ça nous semble être, comment dire, faux, en tout cas. Puis comme c'est un jour, en général, l'entreprise ne demande pas le certificat de maladie au premier jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait là contre? Parce qu'on peut pas aller demander à la personne, on peut pas la fliquer, c'est sa vie privée, hein. Je crois qu'on doit protéger en tout cas pas se mêler de la vie privée des collaborateurs et des collaboratrices. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? Bien sûr. Alors, si on se rend compte, ça dépendra aussi des entreprises et de ce qui est prévu, hein, mais comme tu l'as très bien dit, souvent les entreprises ne demandent pas un certificat de travail dès le premier jour d'absence ou de maladie. Là, il faut une certaine prudence, je dirais quand même, dans la thématisation de cette problématique. Il faut quand même qu'il y ait une certaine observation sur une période d'une certaine durée, puis qu'on se constate vraiment qu'il y a une régularité à ce niveau-là. Ce que je peux recommander, on va dire, ou ce que je conseillerais de faire dans ce genre de situation, bien entendu, c'est toujours essayer d'abord de thématiser avec la personne si il y a un constat objectif qui peut être fait, qu'il y a des absences régulières de 1, 2 jours et comme par hasard toujours le vendredi ou le lundi en particulier. Il y a les RH qui sont aussi en soutien parce que souvent les entreprises ont des case managers et qui s'occupent aussi de ces absences régulières et récurrentes et ils sont aussi dans l'observation de ces situations parce que c'est possible que sans forcément qu'il y ait une maladie, mais il peut y avoir un mal-être au travail ou des éléments qui viennent, qui peuvent expliquer
on va dire, ces absences régulières. Donc, bien entendu, j'aurais tendance à conseiller le dialogue de nouveau, thématisé dans le calme et de manière complètement objective pour entendre aussi ce que le travailleur a comme explication à donner et peut-être que de la discussion ressortent d'autres éléments qui peuvent être liés soit à la motivation, soit à d'autres situations. Voilà, ça c'est de Ouais. base. Après, si on part du principe qu'il y a ou qu'il peut y avoir un abus, ce qui arrive aussi, et que le travailleur est régulièrement malade, là il y a la possibilité de demander le certificat maladie dès le premier jour d'absence. Donc ça, c'est quand même une mesure qui est tout à fait possible dans ce genre de situation quand une personne est régulièrement, mais il faut vraiment qu'il y ait une régularité, régulièrement malade seulement un jour, 2 jours, ou typiquement le lundi, et qu'on a un soupçon à ce niveau-là. Là, on peut demander que le certificat soit amené dès le premier jour Alors, on d'absence. imagine que la personne a donné le certif, et puis moi, je suis le manager, et puis j'ai pris congé lundi. Puis par hasard, je sais pas, j'ai décidé d'aller au fitness lundi matin. Et devine qui je croise lundi matin au fitness ou aux courses. La personne qui a un arrêt maladie. Donc là, j'ai la preuve, en fait, concrète, que la personne a menti. Je peux foncer droit direct ou bien je dois quand même prendre quelques précautions? Alors, je prendrai quand même quelques précautions. Déjà, j'en parlerai aux ressources humaines parce que c'est Ouais. les ressources humaines qui sont les plus à même de pouvoir accompagner le manager dans des situations délicates. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confrontation qui est quand même organisée avec le travailleur pour pouvoir clarifier la situation. Peut-être qu'il était au fitness, peut-être qu'il avait un rendez-vous chez le médecin, j'en sais rien. Mais effectivement, il faut là, c'est important de vraiment se faire accompagner, je pense, dans ce genre de situation, parce que s'il s'avère que la personne s'est déclarée malade alors qu'elle ne l'était pas du tout, bah, bien entendu, on entre dans un processus euh, plus strict Mm-hmm. qui finalement impose certaines mesures au niveau du droit du personnel, comme un avertissement ou Ouais, par d'autres exemple. étapes, par exemple. Donc là, dans ce genre de situation, ce genre d'entretien, en général, on le fait pas forcément seul, ou le Mm-hmm. premier seul, et puis ensuite, si nécessaire, avec les ressources humaines. Ouais. Si vous avez des ressources humaines, vous contactez votre service RH. Si vous n'avez pas de ressources humaines, vous faites l'entretien avec votre supérieur hiérarchique. Si votre supérieur hiérarchique dit qu'il ne connaît rien, vous lui dites d'appeler Laura Mhm. ou le conseil juridique de sa carte de crédit ou l'autorité de conciliation. D'ailleurs, ça se trouve où ça? On tape sur Google autorité de conciliation Bienne, puis on trouve un numéro de téléphone ou un mail auquel on peut écrire. Alors, C'est aussi simple que ça? oui. Alors, ça peut être aussi simple que ça. Vous tombez sur le site, en fait, du canton de Berne, parce que l'autorité de Ouais. conciliation est une entité du système judiciaire. En fait, c'est la première étape dans le Ok. cadre d'un litige en droit du travail, donc aussi dans d'autres domaines juridiques du droit privé, mais notamment dans le cadre de litiges de droit du travail, la conciliation est une première étape obligatoire avant de poursuivre auprès du D'accord. tribunal. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le canton de Berne, l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques gratuits aux travailleurs, mais aussi aux employeurs, lorsque le lieu de travail ou le siège de l'entreprise se trouve à Bienne ou dans une des communes affiliées, parce que c'est une autorité régionale de conciliation, Ah oui. donc elle Mhm. est compétente pour Bienne et le Seeland et aussi le Jura bernois. Mhm. Et donc, on peut imaginer qu'il y a pareil le canton du Jura, le canton de Fribourg, le canton de Alors il y Neuchâtel, a des autres. organisé peut-être un peu différemment, mais ça existe en tout Exactement. cas. Il y a des autorités de conciliation dans il y a les prud'hommes, enfin, les noms peuvent Mhm. être légèrement différents. Par contre, tous les cantons ne proposent pas un conseil juridique Ah, ouais, gratuit. d'accord. Ça, Ouais, c'est quand ok. même, faut le dire. Donc, il faut se Mhm. renseigner auprès du canton Ouais. concerné pour voir quelles sont les possibilités. Et puis au pire, ils écrivent à Oui. laura@imov-mediation.ch et puis ils tombent sur toi et voilà, il y a aussi possibilité d'avoir du conseil à ce niveau-là. Oui. Alors les absences se répètent et on reçoit un arrêt maladie pour 5 semaines.
Et puis, alors j'imagine que ça n'a pas écrit en toutes lettres, mais on se doute que c'est un burn-out, c'est une absence de longue durée. Juridiquement, qu'est-ce qui se passe quand un médecin fait un certificat d'absence, certificat médical d'une aussi longue durée? Est-ce qu'il y a des choses qui se déclenchent automatiquement derrière? Comment ça se passe? Alors en général, quand il y a une absence qui devient longue, et là encore, ça dépend de la grandeur de l'entreprise, hein, parce que les grandes entreprises ont justement des case managers qui vont reprendre le cas et accompagner la personne si jamais pour poursuivre déjà pendant son absence si c'est nécessaire, hein, mais si elle le souhaite aussi, parce qu'une personne qui est malade n'a pas une obligation, enfin elle a une obligation d'informer sur la durée de sa maladie, mais elle n'a pas une obligation d'entrer dans le détail sur les causes de sa maladie ou de sa situation vraiment personnelle en tant que malade. Donc en Bien tant que sûr. manager, c'est toujours très compliqué parce qu'on a des informations, mais on n'a pas forcément toutes les informations. Et ce qui arrive souvent dans des cas de burn-out, c'est qu'on reçoit des incapacités de travail de 2 semaines à 2 semaines, de mois à mois, et c'est très Et on peut pas compliqué planifier. d'organiser son équipe et de planifier. Donc là, ça va dépendre beaucoup de l'entreprise et des capacités ou des possibilités qui sont mises à disposition par l'employeur pour voir s'il y a la possibilité soit de réaménager le travail, de répartir ou de voir les situations. Ce que moi j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être facile à dire au départ, mais prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce qui peut aider quand on voit qu'il y a une situation de burn-out, bien sûr, c'est souvent lié à la personne, parce qu'une personne qui part en burn-out, c'est une personne qui a des exigences envers soi-même qui sont très élevées, qui doit assimiler une grande charge de travail, mais qui veut garder en fait la qualité de son travail exécuté. Donc, elle se met énormément la pression. Et petit à petit, en fait, sa situation se dégrade. Elle n'arrive plus à pouvoir gérer autant la pression de la charge de travail que c'est la pression qu'elle se met par rapport à la qualité du travail fourni, ce qui amène ce déséquilibre et cette situation de burn-out. Donc c'est vraiment, là on parle d'épuisement, enfin d'épuisement hein, finalement de la personne, qui soit physique ou émotionnelle. Euh, donc, il y a une analyse qui peut être faite par rapport au cas de la personne elle-même. Donc, peut-être que c'est elle-même qui se met la pression. Et voilà, mais il est possible que ça permette de dévoiler en fait des problèmes au niveau organisationnel ou au niveau de ressources. Et là, il faut aussi faire attention au reste de l'équipe qui est présente. Qui peut être très impacté Qui par peut être l'absence. exactement, qui est très impacté par l'absence, parce que on sait que il y aura une certaine durée, mais on ne sait pas combien, et on ne sait pas comment cette charge de travail va se répercuter sur soi. Donc il faut prendre soin aussi des autres qui sont là. Ouais. Quand je disais prévenir vaut mieux que guérir, c'est que en tant que manager, on a aussi une obligation justement de pouvoir d'observer, on va dire, nos collaborateurs, dans les suivre, les accompagner. C'est pour ça qu'on a souvent des séances individuelles régulières avec eux pour pouvoir justement faire un point de situation. Et le burn-out est insidieux, et puis souvent la personne concernée se rend compte très tard, mais peut-être que les collègues de travail et vous-même en tant que Le voit. manager, vous voyez un changement dans la personne, que ce soit au niveau émotionnel, hein, donc elle est vraiment, il y a un épuisement qui se voit ou qui est dit aussi, mais on dit simplement je suis fatiguée aujourd'hui, je suis très Ça ira fatiguée. mieux demain. Il y a le week-end, Voilà, il y a les vacances. exactement. Une personne devient un peu plus cynique ou prend plus de distance aussi par rapport aux collègues, par rapport au travail, aux patients, aux clients. Enfin, ça dépend aussi. Là, il y a un changement de comportement, et on voit aussi une certaine baisse de la performance malgré tout l'effort en fait que la personne investit. Donc, je dirais l'observation est un élément très important, et ensuite il faut se poser des questions en fait. Qu'est-ce qui a amené à cet état d'épuisement, et qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça, ou éviter que ça se répète, ou éviter que les autres membres de l'équipe finalement
finissent aussi en burn-out, on va dire ça. Et là, l'employeur a sa responsabilité, évidemment. Il y a je discutais avec une collègue et amie qui me disait que il y a une méta-analyse récente qui a montré que quand on veut expliquer la différence de réaction par rapport à ces exigences, en fait, il y a vraiment un petit pourcentage qui est expliqué par la différence au niveau de l'employeur. Et qu'en fait, là, c'était 17 ou 20%, je sais plus, et que le reste, en fait, est expliqué principalement par la construction psychologique de la personne. Donc, loyauté, perfectionnisme, engagement, etc. Hein, on dit souvent les burn-out, c'est pas les maux du genou qui les font, c'est vraiment les gens qui sont dedans, qui veulent, qui ont envie, qui sont impliqués. Alors, trop. Vous savez, on a parlé avant des gens qui font les heures sup sans que vous demandiez. Alors nous, on l'apprécie en tant que manager parce que du coup, ça compense un peu tous ceux qui tirent au cul, pardonnez mon français. Mais le problème, c'est que c'est pas bon pour l'individu. Hein, pour plein de raisons. Il y a celui-là, la raison. Puis il y a aussi la raison. Subitement, il y a une chose qui ne plaît plus à la personne et elle va vous mettre à crédit les heures sup qu'elle a faites sans que vous lui demandiez. Donc, le contrôle du temps de travail, ou pas le contrôle, mais en tout cas la surveillance du temps de travail est important. Mais deux, l'observation régulière, c'est pour ça que chez Coapta, on est fan des one-on-one hebdomadaires, une demi-heure par collaborateur, collaboratrice, parce que ça vous permet justement de voir, de mesurer, de prendre la température, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'es fatigué, ça fait 3 mois que t'es fatigué, que tu me dis que ça ira mieux. Est-ce que je peux mettre quelqu'un au repos forcé? J'ai quelqu'un qui a tous les signes du burn-out, qui vient, qui est épuisé, qui a commencé à avoir des erreurs professionnelles. Est-ce que je peux dire à la personne, tu prends congé 2 semaines, je t'envoie en congé 2 semaines? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, ça me paraît assez excessif comme mesure. Moi, j'en discuterai avec lui, puis je lui proposerai. Mais alors, si c'est l'employeur qui met au repos forcé, donc qui, si tu veux, qui empêche la personne de faire son travail, elle va pouvoir le faire, mais elle va devoir payer aussi le salaire en fait pour cette période-là. Non, évidemment, c'est des vacances. Donc, oui, bien sûr. Mais elle va pas pouvoir. Alors pas dans ce contexte-là, et ça dépend un peu des délais, mais je dirais elle va pas pouvoir le mettre du jour au lendemain au repos forcé, et en même temps dire ça tu prends sur tes 15 jours de vacances que tu avais prévu au mois de juillet. Donc oui, d'accord. Voilà, là il faut faire attention un petit peu à comment on fait les choses. Dès le moment où c'est l'employeur qui prend les décisions, on parlera peut-être des vacances un peu plus tard, mais dès le moment où l'employeur prend comme ça des décisions de manière unilatérale avec une certaine immédiateté, ce qui fait que le travailleur ne peut pas s'organiser et n'est pas entendu, on va dire, dans le processus, l'employeur ensuite supporte en fait les conséquences du travail qui n'a pas été accompli. Donc, puis pour boucler, on imagine qu'on a le fameux avec les 400 heures sup là. Là, ce serait pas plus facile, disons, de dire, écoute, t'as plein d'heures sup, donc prends quelques jours, ou bien on peut s'accorder, par exemple, pendant 6 mois, 1 jour par semaine. Comme ça, il diminue le crédit des heures supplémentaires, et en même temps, il prend un peu de repos. Ça, ce serait quelque chose qui serait possible. Oui, c'est tout à fait imaginable. Et là, de nouveau, je pense que si le travailleur est d'accord avec ça, il n'y a de toute façon aucun problème. Hein, c'est le collaborateur. Mais s'il n'est pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, c'est aussi possible l'employeur peut prescrire en fait les repos, les vacances aussi. Donc il a, en principe, les vacances sont faites et sont convenues en accord avec le travailleur. On va dire que plutôt les désirs du travailleur sont pris en considération, mais c'est quand même l'employeur qui décide quand les vacances doivent être prises pour que l'entreprise puisse continuer son travail et la bonne marche de l'entreprise. Donc dans ce contexte-là, on peut dire aussi, il y a 400 heures supplémentaires, d'autant plus si elles n'ont pas été demandées ou provoquées par l'employeur, de dire non, maintenant il y a 2 choses, faut faire attention parce que tu me sens vraiment très fatiguée, et d'un autre côté il y a ces heures qu'il faudrait quand même baisser avant la fin de l'année parce que sinon ça va nous amener des problèmes budgétaires et autres. Donc je propose que tu fasses une pause et puis que tu prennes ce temps-là en temps libre, puis on profite de baisser les heures supplémentaires. Mais dès qu'on rentre dans cette sphère personnelle, l'état de santé de la personne, j'aurais quand même toujours tendance à dire faites attention, soyez prudents, n'y allez pas de manière frontale.
parce que la protection de la personnalité de vos employés, de votre collaborateur prime, on va dire souvent, par rapport à votre perception et le besoin de votre équipe. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, je voulais, à ce propos-là, peut-être, on imagine, j'ai quelqu'un qui a le fameux certificat de maladie, hein, et puis de 2 semaines en 2 semaines, tu sais, avec ceux qui se répètent là. Est-ce que je peux appeler la personne sur son téléphone portable? Elle m'a donné le numéro parce qu'on a fait un groupe WhatsApp ou que sais-je. Est-ce que j'ai le droit d'appeler la personne déjà? Première question. Pendant sa maladie. Moi, je suis son manager. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler pendant sa maladie? Alors, s'il y a des raisons d'organisation ou si juste pour prendre des nouvelles selon la relation, on va dire, oui. Ok. Oui, c'est possible d'appeler juste pour demander comment prendre des nouvelles, pour voir comment ça va. Donc, je peux prendre des nouvelles. Je peux dire comment ça va, comment ça se passe. Ça, c'est le droit. J'ai le droit de poser la question? Alors, j'aime pas parler de droit parce que je pense que là, de nouveau, on entre dans la sphère privée, puis ça va beaucoup dépendre de la relation que vous avez avec votre travailleur. Vous avez clairement le droit de prendre contact avec une personne qui est en incapacité de travail si vous avez des besoins organisationnels et d'objectifs qui prévalent par rapport à son situation de santé. Donc, quelqu'un qui est malade pour une durée indéterminée et qu'il vous faut réorganiser le travail, vous êtes en droit de pouvoir prendre contact pour savoir comment le travail peut être réorganisé ou quels sont l'état dépendance, par exemple, est-ce qu'il y a des dossiers, voilà. Vous avez aussi le droit, par exemple, si j'ai eu une fois un cas d'une incapacité de longue durée où le message, les mails personnels, les mails pas personnels, le mail personnel sur la place de travail, on va dire, de pouvoir accéder à ces emails pour pouvoir juste gérer. Si jamais il y avait des demandes qu'on puisse les dispatcher et tout, aussi pour lui demander de mettre son message d'absence pour que les gens qui écrivent sachent que la personne est absente. Donc il y a toujours de demander l'autorisation de le faire au moins. Exactement. Mais là, il faut toujours faire attention parce qu'il faut qu'il y ait un besoin objectif et une raison objective qui pousse l'employeur. Si c'est juste pour appeler parce qu'on n'est pas sûr qu'il est vraiment malade et puis on dit oui alors comment ça va, tu es où aujourd'hui, ou des choses qui vont un peu trop loin, là il faut faire quand même attention. Donc en fait, la perception de la relation de travail par l'employé est déterminante. Parce que si c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui est bienveillant vis-à-vis de l'entreprise, même si j'appelle pour dire comment ça va, écoute, quand est-ce que tu penses revenir, la personne pourrait dire je sais que j'ai eu un téléphone, un WhatsApp avec une collègue, elle m'a dit c'est difficile, écoute, je regarde avec le médecin, ça passe crème. En revanche, si la personne perçoit la relation de travail comme étant négative ou toxique, je pose la même question. Exact. Et je peux me retrouver avec une accusation de mobbing, par exemple. Tout avec une accusation de mobbing, exactement. Alors qu'en fait, la question est la même. Donc, je dois me préoccuper plus de savoir comment est-ce que l'autre personne perçoit la relation de travail que de comment moi je la perçois. Je dirais que si la relation de confiance n'est pas instaurée entre vous, manager, et votre collaborateur, je prendrai conseil auprès des RH s'il y en a pour savoir comment procéder, et si peut-être il y a quelqu'un d'autre d'externe ou une équipe médicale, s'il y a un infirmier ou une infirmière ou quelqu'un qui dans l'entreprise qui est habilité à poser ce genre de questions un peu plus personnelles sur un état de santé, peut-être de déléguer ça à quelqu'un d'autre si c'est possible. Et puis sinon, de demander à la personne si vous pouvez l'appeler pour savoir au préalable, donc pas l'appeler de manière abrupte, mais par message avant, voilà, peut-être. De dire, voilà, un email peut-être, plus peut-être qu'un WhatsApp, ou comme ça a un aspect un peu plus formel en disant, j'aimerais te contacter pour ces raisons-là, est-ce que je peux le faire, quel est le meilleur moment pour le faire, ou rappelle-moi, appelle-moi à un moment pour qu'on puisse échanger sur cet aspect-là. Et s'il y a des raisons objectives d'appeler, celles qu'on a mentionnées, d'organisation, etc., et que la personne refuse tout contact, on est d'accord que là, il y a, c'est pas un abus, mais il y a clairement une non-volonté de collaborer,
Et ensuite. Et ça pourrait être motif de licenciement après le retour au travail? Je dirais que il y a un devoir de diligence de la part du travailleur qui est là. Donc, il est engagé, il y a un contrat qui le lie et il doit faire preuve de diligence envers l'entreprise pour laquelle il travaille. Ça veut dire qu'il doit mettre en œuvre tout ce qu'il peut quand même pour que les bonnes affaires puissent suivre leur cours. Et donc dans ce cas-là, oui. Après, ça dépend toujours dans quel contexte on se trouve et quel est le degré de protection. Parce que si vous êtes dans une entreprise complètement soumise au code des obligations, un licenciement ordinaire en respectant le délai de résiliation en soi, ce n'est pas problématique et il n'y a pas de vraie raison. Enfin, on ne doit pas avoir une raison, un motif très important pour pouvoir résilier un contrat. Mais c'est vrai que le motif doit quand même être vrai, dans le sens on peut pas prendre une excuse pour résilier. Ça va pas passer. Si vous êtes dans du public, on parlait avant de la confédération, mais même à l'État, que ce soit au canton ou dans une commune, là, vous n'allez pas pouvoir résilier comme ça. Hein. Il va falloir donner le droit d'être entendu à votre collaborateur. Et ensuite, il y aura peut-être un avertissement avec des mesures, un temps d'observation. Enfin, je veux dire, les procédures dans ce genre de situation peuvent être très différentes selon le domaine d'activité, l'entité qui vous engage. Mais oui, en tout cas, c'est un élément, il ne peut pas refuser le contact si il y a une raison objective qui justifie en fait cette prise de contact et les informations qui sont demandées. Tu as mentionné le devoir de diligence. On n'a pas parlé de harcèlement, mais ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on enregistre. Donc, Laura, ce que je te propose, en fait, c'est que tu reviennes pour qu'on puisse aborder les autres sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. On aura finalement bien parlé de tout ce qui est temps de travail, tout ce qui est lié au temps, hein, finalement, temps de travail, vacances, etc. Donc, merci beaucoup pour ça. On a souvent parlé mais à qui pouvons-nous parler de ce genre de difficultés quand on est manager dans une entreprise, dans le service public? La notion de personne de confiance en entreprise, enfin la notion de personne de confiance est de plus en plus connue, voire même recommandée, voire chaudement recommandée. Alors elle n'est pas inscrite dans la loi, mais le SECO mentionne cette mesure-là comme une mesure à prendre pour les employeurs parce que c'est une des mesures qui garantit peut-être plus facilement l'obéissance à la loi. Tu es personne de confiance. Oui, tout à fait. Je suis personne de confiance. Nous proposons avec Laura un dispositif de personne de confiance en entreprise. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de prestations, parce que vous apercevez que dans votre entreprise, il y a rien, en fait, les collaborateurs qui dépendent de vous ou qui sont dans vos équipes, il n'y a pas de personne à qui vous pouvez parler de ces problèmes-là. Vous nous écrivez simplement un mail, info@coapta.ch ou laura@imhof-mediation.ch et puis l'un d'entre nous vous répondra volontiers. Du coup, nous on se retrouve, si tu le veux bien, dans un prochain épisode pour faire la suite. Avec plaisir. Merci. Peut-être une remarque conclusive de ta part pour nos managers qui t'écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir principalement de notre entretien aujourd'hui ? Ce qu'ils peuvent retenir, en fait, c'est que le rôle de manager est un rôle essentiellement relationnel avec ses collaborateurs. Donc, construisez un rapport de confiance avec vos collaborateurs parce qu'ils vous le rendront bien. Et automatiquement, toutes les problématiques vont pouvoir trouver des solutions beaucoup plus faciles sans devoir passer par la répression. Et j'ai pas demandé à Laura de dire ça, hein, mais vous voyez comme évidemment ça va nous faire plaisir parce que on passe notre temps à essayer de développer les moyens d'avoir ces relations de travail-là avec nos collaboratrices, nos collaborateurs. Merci beaucoup Laura d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi Vincent pour l'invitation. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.